écoutez, je dirais que je suis un passionné des mots depuis mon enfance. Mes parents étaient professeurs de sténodactylo, donc la sténo, c'est les mots au bout des sons, et la dactylo au bout des doigts. Et après, bah, j'ai fait un doctorat de lexicologie, de lexicographie sur les dictionnaires, avec la chance d'avoir eu pour professeur Bernard Quémada qui dirigeait le Trésor de la langue française. Alors j'ai commencé à collectionner les dictionnaires, à le dire à mes élèves de collège, puis de lycée, puis après d'université. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 10 000 dictionnaires. Bon, c'est énorme dans une maison, mais c'est l'occasion de les partager. Donc tous mes livres, là, par exemple, Les secrets des mots, c'est de les sortir des dictionnaires et de les offrir. En vérité, chaque fois que on s'exprime, ou chaque fois qu'on entend quelque chose, dès qu'on connaît l'histoire du mot, on va un petit peu plus loin dans le fond, le partage. Alors c'est vrai que ça a commencé par raconter des histoires de mots. Et alors, au bout d'un moment, on les raconte entre amis, et puis on les écrit, puis on fait des livres sur le sujet. Alors, il m'arrive souvent de, j'entends un mot, quelqu'un me dit, parle du nombril. Bon, je dis ah nombril, c'est un mot, c'est une agglutination parce que c'était un ombril et en fait on a fait la liaison et c'est devenu un nombril. Ah, la ville de Dax, bah, c'était D apostrophe AX parce que Axe c'était l'eau. Ah, Noirmoutier, ah, bah, au départ c'était Warmoutier et parce qu'on allait en Noirmoutier, on a fait la liaison et c'est comme ça que c'est né. Comme les enfants qui disent le névier. Donc, à tout bout de champ, j'ai envie de raconter quelque chose sur un mot qui est devenu féminin, un autre qui est devenu masculin, quand je sais. Puis parfois, on me pose une question sur un mot, je ne sais pas. Alors là, on fonce dans ce dictionnaire. Les 10 000, alors je les ai pas tous lus, j'en ai lu beaucoup, mais je sais, un peu comme dans une famille, qui va me donner le bon renseignement. Alors ça, c'est aussi une grande chance que d'avoir ces dictionnaires. Je les ai eus de brocante en brocante, hein, déjà. Ils ne sont pas arrivés dans le berceau. Heureusement, j'aurais été étouffé. Quand on sait l'origine des mots, bon, on réfléchit mieux. Alors, ce que j'explique, par exemple, c'est d'où viennent les mots, dans quelle famille de langue ils se trouvent. J'évoque ensuite comment, dans le fond, un mot n'est jamais seul. C'est véritablement un univers, c'est un ensemble de planètes. Comme la nature. Voilà, et qu'il s'agisse d'un mot comme bendo, que j'explique longuement, qui est dans le rap et qui nous fait arriver par banal, par banlieue, par forban, et avec tout un circuit assez extraordinaire jusqu'à abandon, qui était donné au banc, au pouvoir, et qui arrive à abandonner, et qui passe en Angleterre, passe aux États-Unis, revient dans une chanson rap, le bendo. Bon, tout ça c'est fascinant. Donc raconter cette histoire, ces histoires-là, il y a à peu près, je sais pas, 1 millier de mots qui sont racontés. Montrer comment il passe du masculin au féminin, du féminin au masculin. On disait un affaire, on disait un étude. On a dit même un dent à un moment donné. Bon, des mots qui sont devenus féminins. Et petit à petit, aussi montrer qu'on a des caractéristiques dans notre langue qui nous poussent du côté phonétique à avoir énormément de jeux de mots. Les anagrammes, les calembours, y compris ce qu'on appelle alors un mot barbare, mais que j'explique, le cacanphéton. Alors le cacanphéton, c'est un mot grec. En gros, c'est quand, par exemple, Victor Hugo dit qu'il avait le crâne tout vert, que son crâne est tout vert, pardon, et ben on ne sait pas si le crâne est tout vert ou bien s'il est ouvert. Ça, c'est un mauvais jeu de mots sans le vouloir. Bon, alors, il y en avait un du Corneille, j'ose à peine le dire, mais enfin, on va y aller quand même. Chez Corneille, dans Polyeucte, à un moment donné, il y avait et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Mais c'était l'effet E2FET, mais vous voyez ce que ça peut dire si on prononce les fesses, ça va pas du tout. Et les collégiens adoraient ça. Alors je raconte pourquoi, justement, la langue française a tant de jeux de mots. C'est pour lutter contre un phénomène particulier qu'on n'a pas d'accent. Quand vous dites anticonstitutionnellement, où est l'accent? On ne sait pas si sur le rang, le titre, etc. Et donc les mots se découpent délicatement, difficilement, et on doit apprendre aux enfants, inconsciemment on le fait, à travers nos jeux de mots, que quand ils parlent d'une autre, il faut savoir que ça peut être du nôtre ou d'une autre. Bon, et tout ça nous entraîne vers beaucoup de jeux de mots, enfants, puis adultes. Bon, donc il faut que ce soit joyeux la langue, hein. Ben, je leur donnerais conseil aux jeunes et puis surtout aux enseignants, hein, aux amis, c'est de ne pas hésiter à être riche, à donner des mots difficiles, parfois à raconter l'histoire des mots.
Alors, d'un côté, montrer l'essence très différente d'un mot en allant assez loin, je sais pas, le mois de mai par exemple, dire que ça vient d'une déesse maya qui était de la fécondité, mais que septembre, octobre, novembre, décembre, 7, 8, 9, on entend dans sept, oct et novembre, et décembre 10, c'est parce que autrefois, sous l'Antiquité, on commençait l'année au mois de mars. Donc il y a un décalage, parce qu'en fait, décembre, c'est pas le 10e mois, c'est le 12e mois. Raconter ça, c'est mettre les mots dans un ensemble et donner envie d'en savoir plus. Et puis alors, par exemple, donner très vite des racines latines et grecques. Moi, je me souviens d'avoir, avec des élèves de 6e, très vite dire hémi, ça veut dire moitié. Alors voilà, donc hémisphère, c'est la moitié. Et alors, quand je les entendais après, je disais céphale, ça veut dire tête. Voilà pourquoi à l'hôpital, parfois on parle d'encéphalogramme, céphale tête, gramme écriture. Donc on fait des cours pour voir un peu les résonances dans le cerveau. Et je voyais après, je le raconte souvent, ces élèves extrêmement gentils inventer un mot et se traiter d'hémicéphale, de moitié de tête. Je disais, bon, ben, le cours est réussi. C'est-à-dire que, si vous voulez, les racines latines et les racines grecques, elles appartiennent à tout le monde. On n'a pas besoin de faire des années de latin et de grec. Si on dit, je ne sais pas, que hémi veut dire moitié, hydro veut dire eau, ça s'écrit hippo, H-I-2-P-O, cheval. On voit bien à ce moment-là ce que c'est qu'un hippodrome, mais on ne fait pas de faute du coup. On voit bien ce qu'est un hippocampe aussi. Donc il y a là à partager. Je crois que souvent, les intellectuels, entre guillemets, ont tendance à penser que c'est leur affaire, les mots, et qu'ils doivent se distiller. Non, moi je trouve qu'il faut les offrir et les expliquer. Les gens qui lisent mes livres, bon, je pense ici au Secret des mots, avant il y avait le dico des dictionnaires, ils découvrent un univers, et surtout, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je crois qu'ils découvrent qu'on peut parler simplement de choses, non pas difficiles, mais de choses qui sont un peu intriquées les unes avec les autres. Et donc cet aspect un petit peu de découverte avec beaucoup d'anecdotes. Et comme les mots, on en utilise en permanence, donc il faut tout le temps être prêt à voir les liens avec d'autres mots. Et si on peut en connaître l'histoire, c'est pas plus mal. Mais les élèves m'ont appris en permanence, c'est-à-dire le bonheur que l'on lit dans leurs yeux quand on raconte des mots, qu'on leur fait dire hémicéphale, ou lithophage, si on fait la science-fiction, lithopierre, bon, phage qui mange, et les voilà mangeurs de pierre. Le plaisir qu'ils ont. Alors maintenant, c'est aussi des auditeurs, hein, dans les radios, sur France Bleu, sur Move, avec les auditeurs amateurs de rap. Donc c'est ça qui me nourrit et me fait continuer, de se sentir utile dans le fond. Les mots, c'est des traits d'union, ça permet d'être en harmonie. Et puis quand il y a un problème, commençons par expliquer le mot, après on va peut-être voir comment on peut adapter les choses. Quand je fais des chroniques, j'évite toujours d'être politique. Je ne me situe pas d'un côté ou d'un autre. Je me situe au-dessus, ça serait beaucoup dire, mais dans l'histoire. Et souvent, un mot mal compris, des nuances qui manquent, et finalement des facettes qu'on avait oubliées, ça permet de mieux réfléchir. Et puis, c'est vrai qu'on se bat à coups de poing quand on n'a pas les mots. Donc il vaut mieux avoir les mots, et avec des mots, les trouver du côté de l'harmonie. Oui, ça m'a souvent été utile. On m'a souvent appelé à des fonctions administratives, alors que je n'aime pas administrer. Peut-être à cause de ça, je me suis retrouvé dans des fonctions administratives, bon, j'ai accepté, hein, tout en restant universitaire évidemment.